Bonjour, vous écoutez l'épisode 16 du podcast Les Petits Plus Zen, un podcast créé par une enseignante pendant 20 ans en REP+, en maternelle. Je suis contente de vous retrouver après cette rentrée qui a eu lieu la semaine dernière. On a échangé un petit peu sur Instagram et Clubhouse avec certains pour savoir si ça s'était bien passé au niveau enfant et au niveau parents, puisque on en parlait dans l'épisode 14. Parfois les parents sont un petit peu dépassés aussi par cette rentrée. Donc merci d'avoir échangé et d'avoir fait pas mal de retours avec moi sur les réseaux. On va parler aujourd'hui dans l'épisode 16 du dispositif des moins de 3 ans. Je vais vous présenter un petit peu l'organisation que j'avais mis en place et puis les tenants et les aboutissants un petit peu de ce dispositif assez confidentiel qui n'est pas très connu du grand public. Donc cette classe, elle a vraiment changé ma vision du métier. Si vous avez écouté l'épisode 1, vous avez vu que ça m'a permis de prendre conscience de pas mal de choses à modifier, à moduler, à prendre en compte au niveau de l'individualité de chaque élève. Et à la création du podcast et de l'arc-en-ciel des besoins, je me suis rendu compte que ça a permis beaucoup de prise de conscience et que ce tequil dont vous entendez parler depuis l'épisode 8, il n'aurait pas été possible si je n'avais pas fait ces découvertes dans le dispositif. Donc je suis vraiment pleine de gratitude d'avoir découvert ce dispositif des moins de 3 ans en 2015. Il a commencé à se répandre en 2014 dans d'autres structures, dans ma ville, et il n'était pas lié forcément à la REP+, au début. Ça veut dire qu'il pouvait y avoir des dispositifs de moins de 3 ans dans des villes qui n'accueillaient pas spécialement de REP+, dans certains quartiers. Le fait est que dans les REP+, il a été assez mis en avant sur l'idée que prendre une partie des enfants de 2 ans, puisque c'était la cible de cette classe-là, des enfants qui avaient fêté leurs 2 ans la veille, pouvaient entrer en dispositif des moins de 3 ans. Donc il s'agissait d'une offre pour les parents qui venaient compléter l'offre de garde, par exemple de la crèche ou par exemple de la halte garderie, avec un fonctionnement très différent et des conditions très différentes. Il fallait aux parents une grande disponibilité puisque les élèves n'étaient accueillis qu'une seule partie de la matinée au début, vers une matinée complète en fin d'année, qu'il n'y aurait pas de cantine et qu'il n'y aurait pas d'après-midi. Donc ça demandait un mode de garde complémentaire, soit par les parents, soit par les grands-parents, soit par une place à mi-temps, les après-midi en halte garderie. Donc ça demandait une certaine gymnastique et une certaine logistique pour les familles qui étaient intéressées. Et parfois les agents en mairie ne donnaient pas tous les détails pour permettre aux parents de faire leur choix en pleine conscience. Et on était après obligé, pendant l'accueil d'entretien, de bien réexpliciter toutes ces conditions pour voir si ce protocole convenait aussi bien à la famille qu'à l'école et si l'enfant allait pouvoir être pris en charge régulièrement, puisque la régularité jouait beaucoup sur les performances et les compétences qui allaient être apprises et acquises au cours de l'année. Au niveau du public, on nous a proposé, quand j'ai découvert ce dispositif, de cibler en fait nos recherches d'inscrits, puisque ce sont des candidats en fait à l'inscription. C'est un dispositif qui n'est pas soumis à l'inscription en mairie d'office. Ça veut dire qu'il y a une commission qui permet de voir quels sont les 15 candidats, puisqu'il n'y avait que 15 places dans la classe, qui étaient le plus urgent, le plus prioritaire pour accéder à ce dispositif et en tirer les meilleurs effets. Donc par rapport à ce profil d'élèves, on axait surtout sur soit les difficultés sociales de la famille, qui avait d'autres problématiques plus urgentes que de s'occuper des enfants en bas âge, et on peut le comprendre parce qu'en REP+, il y a vraiment des problématiques compliquées. Il y avait aussi un axe sur la linguistique, donc des enfants qui n'étaient pas dans la langue du pays d'accueil, qui venaient d'arriver en France, donc pour les faire baigner encore plus dans la langue française, donc à mi-temps presque. Et puis on avait parfois aussi des axes d'aide à la parentalité, puisque quand on connaissait les familles avec le premier ou deuxième enfant, on savait que l'adaptation et la passerelle avaient été un petit peu compliquées avec les autres enfants, et on se disait que ces troisième ou quatrième enfants bénéficieraient d'autant plus vite de l'école en faisant cette passerelle. Donc voilà quelques-uns des critères qui passaient ensuite en commission. À la commission, il y avait les directeurs de crèche, il y avait aussi un responsable de la PMI qui pouvait donner aussi des recommandations puisqu'ils sont en contact avec les familles. Donc il y avait divers acteurs du quartier
qui pouvait recommander, appuyer une demande ou dire écoutez, moi la famille a déjà fait son inscription dans ma crèche, donc là il y a un petit peu double emploi, il va falloir se positionner soit pour une garde en crèche, soit pour le dispositif des moins de 3 ans à l'école, qui est bien différent. Vous entendez bien sûr que le dispositif des moins de 3 ans est une proposition gratuite qui permettait aux familles d'alléger le porte-monnaie, mais à contrario, il y avait des conditions d'organisation et d'horaire plus compliquées que de déposer l'enfant à la crèche le matin et de le récupérer le soir. Donc ça pouvait convenir à certaines familles et à d'autres beaucoup moins. Par rapport aussi aux horaires aménagés, donc en 2015, j'ai eu une certaine liberté pour organiser mes groupes et je m'en suis vraiment pleinement servi. Donc j'ai organisé 2 groupes, donc il y avait un groupe de 7 et un groupe de 8 qui au début ne se rencontraient pas. Ça veut dire que les élèves faisaient leur rentrée en classe de 9h à 10h15 pour 1h15 avec les familles, on les gardait en classe. Et ensuite j'avais un deuxième groupe de 10h15 jusqu'à 11h30, voire 11h40 pour que les familles récupèrent après les grands frères et grandes sœurs. Donc au début, ça permettait d'un tout petit groupe de 7 ou 8 qui découvre le local, qui découvre les adultes, comme je vous expliquais sur les effets d'une première socialisation et scolarisation dans l'épisode 13. C'est assez difficile pour un jeune enfant de s'imprégner de toutes ces nouveautés. Donc le fait d'avoir un groupe de 7 ou de 8 était vraiment très confortable pour l'ATSEM, pour moi et pour les élèves, et ça permettait aux parents de se sentir pleinement en confiance et de garder le lien très vite sur ce qui allait se passer dans la matinée de l'enfant, puisque comme il restait avec nous, il voyait très bien comment on parlait, comment on organisait notre matinée, les activités, les sorties, notre façon de verbaliser, notre façon de présenter les compétences aux enfants. Donc on avait finalement une sorte de tutorat très rapide et de coéducation très rapide avec les parents et les enfants du fait de ce petit effectif qui bien sûr allait se gâter année après année ensuite. Sur la façon de s'organiser, il y a aussi un contrat mis en place avec la famille. Donc cette histoire d'horaire est prise en compte dans le contrat. On explique à quelle heure arrive l'enfant, à quelle heure part l'enfant, et on explique bien qu'entre chaque période scolaire, entre chaque séance entre les vacances, donc parfois c'est 6 semaines, 7 semaines, 8 semaines selon les années, on peut faire évoluer le contrat pour l'augmenter ou parfois dans des cas extrêmes pour le maintenir ou le réduire. Ça n'est arrivé qu'une seule fois de réduire le contrat en 5 ans pour un enfant qui ne s'habituait absolument pas au groupe. Et dans ce cas-là, j'ai bien expliqué à la famille qu'on n'allait pas allonger le contrat puisque l'enfant était presque en souffrance d'être mélangé à ces personnes, de ne pas comprendre. Il n'était pas prêt à être mélangé au groupe. Donc c'est une option qu'on avait en début de dispositif qui, avec les années, c'est aussi compliqué, je vais le dire maintenant, parce qu'on nous a demandé un peu de faire du remplissage, de faire du chiffre et de garder finalement les enfants comme les autres classes du début à la fin de la matinée. Et pour certains collègues, puisqu'on échangeait entre collègues de différentes écoles, parfois de les prendre aussi à la cantine, les prendre aussi au dortoir et les prendre aussi l'après-midi. Donc l'acceptation du rythme différent d'un enfant de 2 ans, qui était la clé, qui était la pépite en fait de ce dispositif, s'est perdue au fil des années au prix du remplissage et du chiffre. Vous savez à quel point ça a pu me donner envie de quitter l'éducation nationale dans ce sens-là. Je sentais que le besoin de l'enfant et le bien-être de l'enfant n'étaient plus du tout au cœur du système. Et pour ceux qui me suivent depuis 6 mois, j'ai obtenu ma rupture conventionnelle, donc ça y est, je suis libérée de l'éducation nationale. Je vais continuer à accompagner les familles et les enfants puisque c'est vraiment mon cœur de métier, mais dans les conditions qu'on me proposait en fin de dispositif, donc au bout de la 5e année et en reprenant une classe normale, il est bien entendu très 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 difficile de faire de la qualité pour chaque enfant avec des conditions de travail qui sont aux prises aux chiffres et à la rentabilité. Pour en revenir au dispositif, ces horaires aménagés, de ne pas faire de périscolaire, de ne pas faire de cantine, ça permettait d'avoir une seule voix et une très grande cohérence en fait, et avec les familles et avec les enfants. J'en ai parlé beaucoup dans l'épisode 11, l'idée que ce soit la même personne qui présente les mêmes activités, que ce soit vraiment une figure d'attachement, que ce soit quelqu'un de référent, ça donne une grande sécurité à l'élève,
D'ailleurs, au début, je ne disais pas des élèves, au début, je disais juste des enfants, puisqu'il leur a fallu, pour certains, 1 mois, 2 mois, 3 mois, avant de devenir des élèves d'un groupe. J'ai bien insisté là-dessus dans l'épisode 15. Si on prend chaque enfant dans sa singularité, ça veut dire qu'au début, on n'a pas une classe d'élèves, on a plutôt une somme d'individus qui, petit à petit, se met dans une règle commune, dans une règle collective, mais ça prend un petit peu de temps et ça permet aussi d'installer la confiance avant de se mettre au service du collectif. Le collectif vient dans un deuxième temps pour certains élèves. Il est bien difficile déjà de se décentrer avant de passer à des règles collectives. Lui, au début, le petit enfant de 2 ans, il voit surtout « et moi ». Et moi, je veux faire ça, et moi, et moi, et moi, et moi. Ce qui est normal, c'est dans son développement intérieur. Donc, le fait d'avoir une seule personne référente, l'enseignante plus la TSEM, qui prend une très grande part, c'est vraiment très important d'avoir la même cohérence entre les 2 adultes et d'encadrer enfin avec sécurité tout ce petit groupe d'individus personnalisés. Ce dispositif permettait aussi de suivre individuellement chaque famille. Il me tenait à cœur de recevoir à chaque période les parents, donc si possible les 2 parents, parfois avec l'enfant, selon leurs possibilités, pour faire le point sur tout ce qui avait évolué depuis la dernière fois, pour faire le point sur les compétences qui avaient été acquises, sur les projets et les objectifs qu'on allait faire sur la prochaine période. Et je vous en reparlerai dans l'épisode 18 sur le fait d'accueillir les familles vraiment individuellement et de leur parler, comment leur parler, quoi leur dire, quel est le contenu en fait d'un entretien avec la famille en maternelle. Donc on verra ça dans l'épisode 18. Ne vous inquiétez pas, je vous détaillerai tout ça très vite. Les options que j'ai choisies, si vous avez donc compris qu'au début j'avais un seul groupe en début de matinée, un deuxième groupe en fin de matinée, et puis à la période d'après, il y avait une sorte de réunification où pendant une demi-heure, ils étaient ensemble. Donc pendant une demi-heure, on avait les 15 élèves. Et là, il y avait une joie du groupe et à la fois un stress du groupe, puisque quand on met 15 enfants de 2 ans ensemble, ça peut prendre ou ça peut ne pas prendre. Donc on a tissé des liens petit à petit entre le groupe 1 et le groupe 2 pour voir que oui, ils étaient différents, c'était pas les mêmes filles, pas les mêmes garçons, qu'ils aimaient aussi les activités de notre groupe et donc on allait partager le matériel. Et ça enclenchait d'autres compétences à apprendre, puisque quand on est plus nombreux, on a encore plus besoin de partager et les adultes de la classe, puisque nous on restait que 2, et le matériel, et les envies de chacun, et de s'écouter. Quand on est plus nombreux, c'est plus difficile d'écouter tout le monde. Donc tous ces éléments-là, jusqu'à Noël, se mettaient en place tranquillement, coordonnés avec les entretiens aux familles, puisqu'à chaque fois, on se donnait des nouveaux objectifs jusqu'à la période d'après, en fonction de l'allongement du contrat ou pas. Les après-midi, je consacrais mon temps soit aux ateliers de parentalité en collectif, donc par groupe de 5 ou 6 parents, ou alors aux entretiens, ou alors à faire les ateliers avec les grandes sections en philosophie, ou faire des ateliers de découverte de l'allemand en initiation avec les grandes sections aussi. Et puis, pendant plusieurs années, j'ai mené le blog de l'école. Donc, j'allais prendre des photos des activités et puis les parents pouvaient verbaliser avec les enfants sur le blog à la maison. Donc, c'était un blog à la fois par classe et à la fois d'école où il y avait toute une liste d'articles, soit en motricité, en peinture, pour expliquer un peu les projets de ce qui se passe en classe. Comme les parents rentrent de moins en moins dans les écoles, ce support numérique était une chance de verbaliser et d'avoir des informations en dehors. Donc voilà comment s'organisait la semaine. Le matin, j'étais avec mes élèves de dispositif et l'après-midi, j'étais sur des projets assez hétérogènes avec les autres classes de l'école. Ce dispositif m'a beaucoup aidé aussi à voir que d'une année sur l'autre, on ne pouvait pas plaquer du tout un projet, que la personnalité des enfants en fonction du mois de naissance jouait beaucoup. Des enfants qui étaient nés en décembre, donc qui allaient seulement avoir leurs 2 ans en décembre et qui intégraient le dispositif, ont mis beaucoup plus de temps à s'intégrer. C'était des enfants qui parfois portaient tout à la bouche, qui ouvraient les portes. Donc ça demandait une attention soutenue.
ça demandait des projets adaptés à la personnalité et au développement de l'enfant, qui sont très très loin de la formation académique qu'on peut avoir sur la maternelle. Donc on a eu la chance d'avoir une formation assez complète la première année sur la scolarisation des moins de 3 ans, menée par le département. C'était très intéressant de voir les activités à mettre en place en découverte de l'écrit, en motricité, en art plastique. Donc il y a eu beaucoup de propositions de s'informer, de déconstruire. Je vous parlais de cette notion de déconstruire qui m'a beaucoup aidée pour créer le Tekil, grâce à une des inspectrices qui nous a formés. Donc partir vraiment de chaque enfant, de chaque besoin, de son besoin de découverte, de son besoin de sentir, de vivre les expériences, de ne pas s'appuyer que sur du verbal et du langage, de s'appuyer sur du sensoriel, de faire vivre toutes ces expériences aux élèves, leur permettait d'apprendre en direct, en fait, d'apprendre en live des connaissances qui ne sont pas descendantes, qui ne venaient pas de l'adulte vers l'enfant, qui étaient verbalisées par l'adulte, mais en fait l'enfant s'emparait lui-même de toutes les compétences qu'il découvrait près du matériel, avec les installations qui ont été faites, avec les parcours moteurs, avec les parcours artistiques et tous les projets qu'on a réalisés entre collègues du dispositif de la ville. On s'est créé un petit cercle Facebook sur des conseils sur ce qui marchait bien dans votre classe. Moi, j'ai essayé ça fonctionne plutôt bien. Savoir si on ouvrait tous les espaces en même temps, c'est une question aussi pour les collègues de maternelle, parce que si on laisse tout en libre accès, il y a quand même une problématique du rangement qui se pose assez rapidement. Donc on a beaucoup échangé là-dessus et c'était une des forces de réfléchir, en fait, de brainstormer ensemble avec les collègues pour voir quel était le meilleur angle d'attaque pour que à la fois il y ait du collectif qui avance et à la fois il y ait de l'individuel de qualité, de soutenant pour les enfants et aussi pour les familles. Donc c'est vraiment une expérience fantastique d'avoir vécu ça, parce que de l'expliquer aux parents, de faire comprendre aux parents que oui, il y a leur enfant en individuel, mais qu'en fait on essaye de porter leur enfant vers du collectif. Les parents qui restaient voyaient la charge en fait de langage, de travail, d'implication physique, puisque on va au corps à corps pour faire comprendre l'enfant, on se met à sa hauteur, on en a beaucoup parlé dans l'épisode 2. Donc l'implication pour chaque enfant permet ensuite d'aider l'enfant à aller vers du collectif, à aller vers la citoyenneté, à aller vers les règles communes. Et on transmettait ça aussi aux parents en leur disant bien sûr que votre enfant à la maison, il a un statut à part puisque vous n'êtes pas nombreux, il n'y a pas forcément de renégociation à chaque fois, alors qu'en classe, il y a beaucoup de compromis, beaucoup de négociations pour que chacun des élèves puissent à un moment donné trouver satisfaction pour tel ou tel matériel de partage ou pour telle ou telle activité en fonction des salles libres, des emplois du temps de bibliothèque et tout ça. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut quand on veut. C'est valable à l'école comme dans la vie. Et c'était une manière de leur enseigner tout ça aussi aux petits élèves. Donc parmi les thèmes qu'on a beaucoup travaillé, il y a la séparation, il y a le langage. On était sur des thèmes qui n'étaient pas complètement scolaires, mais qui bien sûr vont renforcer les compétences et les fonctions exécutives de chaque enfant. On parle de la séparation dans le prochain épisode, dans l'épisode 17. Donc là, sur celui d'aujourd'hui, je ne vais pas en parler plus. Mais l'idée était d'emmener chaque enfant vers un peu plus d'autonomie, vers une espèce de passerelle d'individualité et de responsabilité, en lui faisant prendre conscience de tout ce qu'il commençait à faire tout seul, de vraiment mettre en conscience sa rayure d'autonomie, sa rayure verte, de lui dire, tu vois, maintenant tu arrives à faire tout seul, tu peux même le raconter ce soir à tes parents, tu peux même leur expliquer si tu as bien aimé ça ou pas trop aimé ça, dans sa rayure un petit peu d'identité aussi, sa rayure jaune. Et tous ces éléments, on les a fait passer un par un dans chaque élève avec mon ATSEM pour vraiment leur faire prendre conscience qu'ils étaient en train de grandir, qu'ils étaient en train d'apprendre de nouvelles choses, que ce soit avec des vitesses d'exécution différentes d'ailleurs, puisqu'il y a des enfants qui ne parlaient pas du tout en début d'année et qui à Noël commençaient à faire des belles phrases, et puis d'autres qui n'aimaient pas faire le parcours sportif et qui ont mis un mois avant d'oser monter sur la poutre ou la cage. Donc prendre le rythme en considération de chaque enfant,
Comme je vous explique pour le TKIL, on ne peut pas appliquer tel quel le programme comme ça à chaque enfant. En tout cas, moi, j'en suis revenue vraiment complètement de ça. On apprivoise dans ce dispositif les objectifs de la collectivité, le respect aussi aux adultes, le respect aux autres enfants. On développe un peu leur empathie en comparant les réactions de chacun. On appréhende les émotions de chaque élève. Cette histoire de cheminée des émotions, c'est grâce aux élèves du dispositif que j'ai pu la formaliser et la construire en allégorie, puisqu'il y avait des moments où rien ne laissait présager d'une tempête émotionnelle aussi forte. Et on s'est créé les outils sur le tas avec mon ATSEM pour aller au plus proche de ce qui aidait l'élève dans sa tempête émotionnelle et de ce qui fonctionnait ou pas. C'était des éléments vraiment qu'on n'avait pas vus en formation, ni elle ni moi. Et donc on a créé nos propres outils, ça nous a rendus plus forts, bien entendu. Dans l'épreuve, on s'est serré les coudes. Je leur fais un petit coucou aux 2 ATSEM qui ont travaillé avec moi sur les dispositifs. C'est un métier difficile, le dispositif pour les ATSEM. Il y a les problématiques de couches, on est beaucoup plié en deux, il y a beaucoup de rangements, beaucoup de ménage, puisque c'est des enfants qui patouillent, qui renversent. Dans leurs expérimentations, dans leur création d'autonomie, il y a quand même des dommages collatéraux, et je salue le travail de toutes les ATSEM de France qui ont des toutes petites sections ou des dispositifs, parce qu'au quotidien, on est sur les genoux après 3 heures de dispositifs de moins de 3 ans, et il y a des midis où on aurait vraiment bien fait la sieste, parce que c'était très difficile. Donc un big up à toutes les ATSEM qui ont des moins de 3 ans. Par rapport au fonctionnement, c'était l'occasion aussi pour les élèves de leur dire tu vois, on n'a pas tous les mêmes expériences. Ce que tu vis à la maison est différent de ce qu'elle vit à la maison. Et puis lui, il a des frères et sœurs et toi, tu es tout seul à la maison. Donc de les ouvrir vers la diversité, vers la citoyenneté. C'est un thème qui m'est assez cher. On en a parlé dans l'idée de verbaliser les différences et les singularités de chacun. Je pense que ça permettrait d'inclure beaucoup plus de problématiques dans le handicap aussi, si les moyens étaient donnés de le mettre en place, ce qui n'est pas toujours le cas. Par rapport au livret de compétences, quelques années après mon début dans ce dispositif, on a senti le vent tourner, comme si on devait chiffrer les compétences des tout-petits. J'ai des collègues qui se sont même emparés de livrets de compétences pour les dispositifs de moins de 3 ans. Je suis assez partagée parce que j'avais une fiche de suivi qui était liée à la grille d'observation dont je parle dans l'épisode 15 pour savoir où chaque élève en était, mais par rapport à lui-même et pas pour faire un camembert de pourcentage pour l'inspection qui, je trouve, ne fait pas sens dans mon métier. Enfin, dans mon ancien métier du coup. Mais le dispositif permettait en revanche de faire un dépistage assez précoce des problématiques qui seraient apparues en petite section. Et ça, c'est quand même fondamental parce que les enfants qui arrivaient directement en petite section sans avoir fait le dispositif n'avaient pas été du tout vus, dépistés, pris en charge. Et au moins le fait d'avoir fait le dispositif, d'avoir pu échanger avec les familles, d'avoir compris que c'était assez récurrent, cette problématique avec le grand frère, avec le moyen frère, et donc que la petite sœur, il y avait quand même toutes les chances qu'elle soit aussi confrontée à cette problématique-là, nous permettait d'amorcer un plan d'action plus précoce qu'un enfant qui arrivait directement en petite section et qu'on n'aurait pas pu y réfléchir avant. Donc ça a quand même un effet, ce dispositif aussi, de voir en amont ce qu'on peut mettre en place au niveau de l'équipe, au niveau de l'école, éventuellement avec l'aide des personnels qualifiés, l'assistante sociale, la psychologue scolaire ou les maîtres E et G qui sont en renfort pour l'action en dehors des compétences scolaires, des attitudes et des comportements. Donc ce dispositif permettait d'ouvrir les perspectives pour les enfants de l'année d'après, de préparer en fait les élèves pour la petite section et de voir au moment de former les classes, au moment de combiner les élèves, quelles étaient les options et les configurations possibles, puisque comme je connaissais mes 15 profils quand ils restaient dans l'école, ça me permettait de voir que tel ou tel élève, ce serait plutôt bien de le mettre avec tel ou tel élève, ou de les séparer, ou de les mettre avec un tel profil d'enseignant, puisqu'il y avait tel ou tel angle qui avait été vu en dispositif.
Donc ça donnait beaucoup d'éléments pour composer avec plus de conscience et d'équilibre, en anticipant un petit peu les conséquences sur la rentrée d'après. Par rapport à l'aide aux familles, on a vu au fil des années une vraie qualité de lien sur les familles qui avaient fait le dispositif, qui étaient plus conscientes des enjeux de la scolarité précoce, qui avaient compris un peu cette histoire d'individualité et de collectif, qui n'est pas forcément facile à appréhender, surtout quand c'est le premier enfant à venir à l'école, et de voir que l'enfant a des besoins, mais aussi des besoins de limites, des besoins de repères, et ça nous permettait de discuter pas mal avec les familles sur la capacité de leur dire non, de leur poser des règles à la maison, pour que ce ne soit pas toujours à l'école qu'ils découvrent les règlements, les structures, les interdits. Ce n'était pas le cas de toutes les familles, mais pour certains enfants, la découverte a été un peu frontale avec les interdits, les limites et le mot non. Je le dis régulièrement dans les rooms, mais j'ai des enfants qui arrivaient en classe et quand on leur disait non, ils se roulaient par terre, comme si ce mot n'était pas la norme à la maison. Donc, bien entendu, c'est difficile pour un parent de dire non. Je pense que c'est une compétence qui s'acquiert avec l'expérience, avec un recul et une introspection. Et si vous en êtes à ce point-là, on peut tout à fait travailler ensemble sur ce point. Mais les enfants ont besoin de savoir ce qu'ils ont le droit et pas le droit de faire. Et à l'école, comme c'est une grande découverte à la fois du groupe, à la fois des règles de vie, à la fois des adultes et du matériel, ça cumule un peu et ça exacerbe un peu les feux de cheminée, si vous avez écouté l'épisode 9. Donc cette façon de communiquer avec les parents était vraiment qualitative, j'ai trouvé, à la fois pour les émotions bien sûr, et à la fois pour envisager le long terme en fait sur la scolarité de l'enfant, puisque certains parents pensaient que c'était juste de la garderie, en fait, le dispositif, et je les ai amenés petit à petit à se rendre compte qu'on posait les bases on posait les bases ensemble des fondations de tout ce qui allait se mettre après sur les compétences scolaires, les apprentissages scolaires, mais que c'était quand même très important cette année de 2-3 ans, parce qu'on préparait des bonnes briques de fondation et qu'ils étaient aussi acteurs que nous dans la construction des fondations de la maison. Donc moi, j'ai trouvé beaucoup de plaisir à échanger avec les parents. Ça donnait sens à mon métier, puisque j'expliquais aux parents pourquoi tenir des ciseaux, c'est plusieurs compétences, que c'est difficile. Pourquoi aligner des graphismes sur telle ou telle feuille, ça permettait de préparer à l'écriture. Et cette manière de mettre en lumière un peu notre progression, notre problématique et notre agencement en fait de compétences. Dans le jargon, on dit des progressions et des programmations. Pour les parents, ça peut être un petit peu obscur, mais chaque compétence finale de grande section peut être décomposée en petites programmations, en petites séances de travail et d'activité qui, mises bout à bout, vont amener l'enfant à être compétent dans tel domaine et à être capable d'exercer toutes ses compétences à la fin de sa scolarité et de maternelle et d'élémentaire. Donc rendre visible tout ça, l'expliciter aux parents, notamment pendant les journées portes ouvertes ou pendant les moments où les familles accompagnaient les sorties, les projets, les spectacles, c'était vraiment riche en connexion de voir qu'on marchait main dans la main en fait pour le bien-être de l'enfant vers sa route d'après. Moi, je ne prenais pas les élèves juste pour 9 mois. Pour moi, je prenais les élèves où ils en étaient en arrivant et j'essayais de les guider le plus loin possible vers leur route de futurs citoyens. Donc moi, je m'étais mis cet objectif-là d'aider chaque famille d'où elle partait et aucune des familles ne partait du même endroit parce que les vécus sont différents, les configurations sont différentes. Parfois, le souvenir de l'école est différent, on en parlait dans l'épisode 14 aussi. Mais c'était riche d'avoir chaque petite fiche en fait d'élève qui concernait à la fois sa famille, son vécu, ses émotions, et de faire au cas par cas en fonction des demandes des familles, des besoins de l'enfant, et d'aller en individuel vers un objectif, une petite marche de plus, un objectif plus loin. Donc petit pas après petit pas, comme je vous dis souvent. Donc c'est ce qui m'a manqué en revenant dans une classe normale, de ne plus pouvoir partager ses progressions avec les parents,
de ne plus pouvoir accorder autant de temps à chaque élève, à chaque enfant. Et c'est ce qui a précipité ma demande de rupture conventionnelle aussi, également, parce que je me sentais plus capable de faire comme à l'usine, en fait, du chiffre et de remplir et de cocher des cases. Ça ne me correspondait plus du tout. Je conçois très bien que certains soient pleinement épanouis dans leur métier d'enseignant, mais après avoir vécu le dispositif et après avoir vécu les paillettes dans les yeux des parents qui disaient mais mon enfant il est complètement transformé en 2 mois juste avec l'écoute de ses besoins et la verbalisation. Et oui, c'est possible en fait. C'est complètement possible quand on s'accorde du temps de qualité avec lui, quand on ne force pas, quand on n'exerce pas un pouvoir de domination sur lui. Donc aussi bien en classe qu'à la maison, ce sont des découvertes qui ont été fondamentales pour moi, qui ont même changé ma vision d'élever ma deuxième fille, bien entendu, que je n'ai pas élevée pareil que ma grande. Et voilà, moi j'ai à cœur maintenant de partager tout ce que j'ai appris en tant que professeur des écoles aux parents qui eux-mêmes voudraient avancer et transformer vraiment leur lien aux enfants et le lien aussi à cette peur de l'école et cette peur de est-ce que la note va définir le succès de mon enfant? Pas du tout. C'est la qualité du lien qui va définir le succès de votre enfant dans la vie et pas du tout sa moyenne générale en maths. Mais on en reparlera à d'autres occasions puisque là, c'est plus trop sur les 2-3 ans. Donc, cette conscience qu'on a échangée avec les parents, cette façon de leur donner des clés aussi sur l'idée que c'était pas dans le faire, que c'était important, que les attitudes de l'élève, que sa façon de comprendre l'autre, d'être dans l'empathie avec l'autre, avait une grande force en fait, une grande importance dans sa scolarité, parfois au-delà du fait de décoder et d'encoder un mot en lecture. Ça me paraissait plus urgent d'aider l'enfant à accepter ses émotions que de l'aider à compter jusqu'à 4, pour tout vous dire. Je pense qu'un enfant qui se connaît bien et qui arrive à comprendre qu'il est en colère, qu'il est triste et qui peut trouver un moyen lui-même de nourrir son besoin est plus équilibré, à mon avis, qu'un enfant qui récite par cœur l'alphabet et un enfant qui connaît tous les animaux du zoo par cœur. Ça n'engage que moi, ça n'empêche pas d'apprendre les lettres, les sons, les numéros et les animaux aux élèves, mais je veux dire que la question de priorité en REP+, s'est vite posée à moi sur ce que je voulais vraiment engager comme projet pédagogique, comme projet humain, puisque c'était aussi bien de l'humain que de la pédagogie, et sortir un peu du cadre officiel de ce qu'on nous demandait de plaquer presque sur la liste de classe en fait. Un dernier point, la rencontre avec les parents m'a permis aussi de mettre le doigt sur une posture horizontale de famille à famille, et on en reparlera dans l'épisode sur l'entretien aux familles, puisque je me suis rendu compte que les parents étaient beaucoup en attente de solutions, parfois de conseils, et que l'institution et que l'enseignant pouvaient, de façon un peu glissante, se permettre de se poser en expert, et ça déchargeait un peu trop la responsabilité de certaines familles. Et en ça, je m'explique, c'est que le partage des responsabilités me paraît vraiment très important sur le fait que l'enseignant ne fera jamais la part du parent et que le parent ne fera pas la part de l'enseignant non plus. Même si vous faites l'instruction en famille, la stature et l'autorité de l'enseignant, c'est un partage de vision, c'est un partage de compétences qui ne peut pas se substituer à ce que fera le parent par rapport à son enfant. Et parfois, on a des familles qui s'appuyaient vraiment sur nous parce que les enfants avaient des résultats en classe qui n'étaient pas encore arrivés à la maison. Mais par contre, dès qu'on proposait aux familles une manière d'arriver au même résultat en famille en passant par les outils qu'on a mis en place, donc notamment l'arc-en-ciel des besoins et le tequil et la cheminée des émotions, ensuite, ça faisait un cercle vertueux qui faisait que l'élève et l'enfant se raccrochaient, les deux identités se raccrochaient et permettaient vraiment de doubler la mise parce qu'on travaillait de concert. On travaillait en attention conjointe et l'un et l'autre, et l'école et les parents.
Et c'est comme ça que j'ai ouvert le podcast au tout début, pour vous dire que le lien enfant, école et famille était pour moi un triangle vraiment très important pour la sécurité intellectuelle, émotionnelle, physique de l'enfant. Quand on est en lien avec le parent, l'enfant se sent sécurisé. Et quand on est en lien avec l'enfant toute la journée, c'est aussi bien d'être en lien avec la famille. Que la famille nous voit comme des compléments à l'éducation qu'elle donne à son enfant, ni mieux ni moins bien, mais un apport en parallèle de valeurs, de concepts, de visions, de consignes peut-être différentes, peut-être parallèles, mais voilà, de travailler en bonne intelligence commune, de travailler en synergie, afin que l'enfant puisse grandir sereinement des deux côtés, dans l'école et hors de l'école. Donc toutes ces prises de conscience, elles ont été grâce au dispositif. Je pourrais revenir plus longuement sur les activités qu'on faisait en classe, donc notamment les TKIL liés à la motricité, les TKIL liés au langage. Donc je redétaillerai ça par compétences et par domaine scolaire, par les cinq espaces qu'on mettait le plus souvent en place dans la classe. Mais là, l'idée était vraiment de faire comprendre la philosophie du dispositif de moins de 3 ans tel que moi je l'ai appliqué. Je sais que certains collègues s'en sont emparés un peu de la même façon que moi, je les salue au passage, et puis d'autres qui sont restés un peu plus dans un rôle d'enseignant, beaucoup plus que dans un rôle de lien avec la parentalité. Chacun fait ses choix, bien entendu, et moi ça m'a vraiment beaucoup aidé au niveau personnel et professionnel. Donc merci à tous d'avoir participé à cette aventure. Je sais que certains parents d'élèves qui étaient dans le dispositif écoutent ce podcast. Je leur fais un grand coucou et je les remercie pour tout le temps qu'on a passé en entretien et pour tous les retours qu'ils m'ont fait sur les effets et sur les bonheurs qu'ils vivent maintenant avec leurs petits-enfants et leurs élèves. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui m'a manqué pendant le confinement, de parler aux parents de ce qui avait été bien en place, de ce qui avançait dans leur vie, ce qui fait qu'on a mis en place des appels téléphoniques pour qu'on puisse continuer à être en lien et voir comment l'enfant progressait, à la fois au niveau personnel et à la fois au niveau scolaire. Vous avez compris, l'idée de transversalité, pour moi, un jeune enfant doit être pris dans son entièreté, dans sa globalité, de façon un peu systémique. Je ne vais pas couper ce qui se passe à la maison et ce qui se passe à l'école. Pour moi, il n'y a pas d'étanchéité. Pour certains collègues, il y en a plus. Donc c'était ma vision de faire, et c'est dans ce sens-là que je vais maintenant accompagner les familles en dehors du système scolaire. Donc on parlera de tout ça dans d'autres épisodes du podcast. La prochaine fois, je vous parle de la séparation, comment appréhender ce qu'on a mis en place pour mieux accompagner les familles à cette séparation. Je vous en ai donné quelques petits mots déjà dans l'épisode 13 et 14. Et puis, je voulais mettre un dernier point sur la qualité d'écoute en fait de l'enseignant du dispositif de moins de 3 ans. Ça revient un peu à la posture horizontale, aussi bien sur la famille que sur l'enfant, de se dire quoi que l'enfant va faire dans cette classe, quelle que soit son étape de vie, on va pouvoir l'écouter, l'observer et l'accueillir et l'accompagner sans le juger. Et ça, c'est quand même une posture et une attitude qui est parfois difficile quand on est submergé par le nombre d'enfants, par l'effectif de classe, et ça demande une intention différente. Et c'est en ça, je pense, que ça m'a fait grandir, de me dire que chaque enfant a des bonnes raisons de faire ce qu'il est en train de faire et que chaque besoin peut être conscientisé avec l'enfant, mais aussi avec la famille, pour rendre compte à la famille que si l'enfant est dans cette procédure-là, si l'enfant est dans cette émotion-là, c'est qu'on a une information à en tirer et qu'on peut ensuite moduler nos choix et les conséquences de nos choix de façon différente. Et que nos plans d'action seront différents en fonction de l'attitude et de l'observation de chaque élève. Donc voilà, toutes ces prises de conscience pour vous dire que maintenant, donc je me dédie à l'aide à la parentalité. Si vous voulez avoir des profils personnalisés en fonction de l'âge de vos enfants et la configuration de votre famille, vous pouvez me contacter sur le site lespetitspluszen, lppzen.com, ou sur Instagram ou sur Clubhouse, si ça vous intéresse. Il y a des rooms régulièrement pour parler des émotions, pour parler de la parentalité. Et puis, le cercle des parents est encore en ligne. Vous pouvez aller voir sur l'onglet TKIL
du site lppzen.com. Si c'est un projet qui vous intéresse, il y aura du travail en groupe sur Zoom, il y aura du travail individuel et puis un accompagnement vers le parent que vous rêvez d'être. Et je vous souhaite de trouver cette paix et cette sérénité que j'ai réussi à installer à la fois en classe et à la fois avec les familles que j'ai suivies. Donc merci à tous pour cette belle aventure du dispositif des moins de 3 ans. Je suis parfois encore nostalgique d'avoir passé 5 ans là-bas. C'était il y a 6 ans. Il y a 6 ans, je me lançais dans cette expérience et voilà où elle m'a menée aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à très vite pour parler de la séparation. Au revoir.